Je m'appelle Patrick Chemla, je suis psychiatre et psychanalyste. Je suis donc responsable du centre de jour et chef de service donc de ce centre de jour et du service donc qui lui est relié. Je fais ce travail depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Le centre de jour lui-même étant, on va dire, ouvert depuis 23 ans, mais l'équipe étant en route, on va dire, depuis 30 ans. Voilà. Au début avec très peu de moyens, autour d'un projet d'appartement thérapeutique dans les années 80, puis avec l'ouverture du centre de jour, donc en 86. Voilà, donc j'anime ce travail avec l'idée d'entrée de jeu, finalement d'orienter le travail à partir de l'ambulatoire, c'est-à-dire d'une prise en charge dans la ville. Le centre de jour est installé, donc, comme vous l'avez vu, en plein cœur de Reims. Et l'essentiel des patients pris en charge sont pris en charge ici, donc en ambulatoire. À peu près 90% des patients du service, ce qu'on appelle donc en psychiatrie, notre jargon, la file active. 90% des patients sont pris en charge uniquement ici. Et je dirige, si on peut utiliser le mot, le service. Je le dirige à partir du centre de jour et non pas à partir de l'hôpital. L'hôpital, au fond, fonctionne comme un lieu en dérivation de ce point d'ancrage au cœur de la ville. Ce qui fait que ça a complètement changé la donne depuis maintenant une trentaine d'années. C'est quelque chose qui va en s'affirmant et même en se renforçant. La prise en charge en premier lieu se fait ici et surtout se fait selon des principes de ce que j'appelle la psychothérapie institutionnelle, puisque je m'inscris dans ce courant fondé par Toscaïès, Bonafé, Jean Houry, un certain nombre comme ça de grands noms qui ont beaucoup compté. Je m'inscris dans ce courant depuis donc cette époque-là. Alors ce courant s'est fondé dans l'hôpital psychiatrique, dans un but de sa transformation, mais pour ma part, j'ai essayé d'entrée de jeu de pratiquer cette méthode de travail, inspirée à la fois de la psychanalyse, c'est-à-dire au fond d'une étude et d'une pratique de l'inconscient, mais aussi inspirée d'une approche politique, puisque finalement, moi je venais d'une autre génération que la génération de Houry, Bonafé ou Toscaïès, je venais de la génération de mai 68, et j'étais donc rentré dans la psychiatrie par le biais de mai 68 et de l'antipsychiatrie, et de tous les mouvements critiques de l'époque vis-à-vis de la psychiatrie asilaire. Donc au départ, j'étais surtout dans l'idée qu'il fallait démolir l'asile et construire des alternatives. C'était ça l'idéologie de l'époque. Et c'est comme ça que se sont ouverts les premiers appartements thérapeutiques où nous avons accueilli il y a quelques ans, on était juste 2 ou 3, des patients qui avaient passé 20 ou 30 ans enfermés, pour des raisons d'ailleurs tout à fait énigmatiques. On ne savait pas pourquoi ils y étaient restés à l'hôpital psychiatrique. L'utopie consistait à croire, et c'était une utopie justement qui était au fond une mystification, qu'il suffisait de détruire les asiles, comme ça avait été le cas en Italie. Ils croyaient en détruisant l'asile, d'une certaine manière, en instaurant une liberté, que c'était le slogan de l'époque, la liberté est thérapeutique. Alors j'y ai cru, j'ai fait sortir des patients dans des structures, on va dire, il y avait quelque chose de libertaire au niveau des relations entre les patients et les soignants, des relations entre les soignants eux-mêmes, une absence de hiérarchie. Et puis je me suis très très vite rendu compte que cette absence de hiérarchie, cette absence de différence entre soignants et soignés, l'idéologie finalement qui remplaçait l'approche thérapeutique, c'était une mystification parce que très vite les patients se sont mis à aller de plus en plus mal. Et donc m'ont appris mon métier, m'ont appris au fond à travailler avec leur folie et non pas à croire qu'on pouvait au fond les soigner simplement en abolissant l'asile. Et petit à petit, j'ai redécouvert quelque chose au fond qui ne m'avait pas été transmis, c'est-à-dire que des psychiatres, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant moi, avaient découvert la même chose. Et au fond, c'est toute la richesse de l'expérience de Jean Houry et d'autres, à ce moment-là, j'en ai eu besoin pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait avec mes patients. Du coup, le travail dans l'hôpital, je me le suis aussi réapproprié parce que je me suis rendu compte que mes patients avaient aussi besoin de moments à l'hôpital et d'un hôpital qui n'est pas
à ce moment-là un asile au sens négatif du terme, mais un lieu d'asile au sens positif, un lieu d'asile pour des moments de folie, c'est-à-dire des moments de grand délire, ou des moments d'effondrement, ce qui est quand même assez fréquent dans la prise en charge des patients psychotiques. Actuellement, on a 250, c'est un chiffre très important, 250 patients psychotiques qui sont pris en charge, non pas tous dans la maison ici, dans le centre d'accueil, mais dans tout ce dispositif extrêmement diversifié où il y a les appartements thérapeutiques, les appartements protégés, le club. Voilà, je ne vais pas vous faire un catalogue de toutes ces structures. Et chacune de ces structures proposant elle-même différents lieux d'expression. Ce matin à l'Assemblée générale, vous avez pu entendre parler, je pense, du théâtre, des sorties qui se font au cinéma, au théâtre, à la danse, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute cette diversification qui fait qu'on évite tout ce qui est de l'ordre de la massification des patients comme des soignants. L'écueil, c'est celui de l'éclatement. Et donc, nous avons besoin à la fois de cette diffraction pour éviter donc la grande masse du regroupement comme il y avait dans l'asile, parce qu'on pourrait vite transformer cette salle dans laquelle nous sommes comme dans une salle d'asile où tout le monde tournerait, où s'amasserait. Donc il y a nécessité de diffraction dans des lieux qui soient attractifs, portés par des soignants désirants, et en même temps, il y a besoin de rassemblement. Parce que nous travaillons rarement seuls pour des patients très dissociés. Très souvent, le plus souvent, nous travaillons au moins à 3-4, un thérapeute, un infirmier, une assistante sociale. La question du transfert, on va dire, c'est une question qui, au fond, diffuse tout ce que nous faisons. S'il n'y avait pas cette dimension du transfert, tout ça, ça serait au fond une installation machinique, c'est-à-dire une juxtaposition de lieux, y compris sympathiques, chaleureux, mais qui en eux-mêmes n'auraient rien de thérapeutique. Ce qui fait que tout ça, nous avons la prétention que ça puisse être thérapeutique, c'est au fond cette dimension du transfert, avec le fait qu'il y ait des relations individualisées, mais également qu'il y ait aussi un transfert au collectif, de la part des soignants, de la part des patients, et également, comme vous avez pu le voir quand vous avez filmé, des transferts des patients entre eux. L'enjeu, ce n'était pas seulement de faire vivre, c'était aussi de prendre soin. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on soit simplement une bande de joyeux animateurs et qu'on permette, ce qui serait déjà beaucoup, que des patients vivent au cœur de la cité. Mais ça serait illusoire de croire que des patients délirants puissent vivre au cœur de la cité s'il n'y avait pas cette dimension du soin psychique. Alors, je dis bien du soin psychique parce que ce n'est pas seulement la psychanalyse. Il y a seulement quelques patients parmi tous ceux-là qui accèdent à une cure psychothérapique d'inspiration analytique. La plus grande, le plus souvent, ils bénéficient d'une sorte de psychothérapie diffuse au travers de toute une série de médiations que nous mettons en place. Le fait de boire un café, c'est pas seulement de boire un café. Le fait d'aller voir un film, c'est pas seulement d'aller voir un film. C'est ça, et en même temps, c'est de se retrouver dans une médiation thérapeutique. Et d'ailleurs, les patients le sentent bien, parce que franchir ce seuil, c'est se reconnaître malade, se reconnaître fou, c'est très douloureux, c'est pas évident. Donc certains hésitent quelquefois pendant quelques mois, voire quelques années avant de le franchir. Et ils sentent bien qu'il ne s'agit pas seulement d'aller au cinéma ou de manger des crêpes ici ou un couscous, mais au travers de ces médiations, de reconstruire un rapport à l'autre, à l'altérité. Et ça, c'est le cœur du travail. C'est-à-dire que si on méconnaît, si on dénie cet aspect du soin psychique, psychothérapique, au fond, ce que Freud, d'une certaine manière, a fondé, même si lui-même ne l'a pas pratiqué avec les fous, puisqu'il en avait peur. Si on dénie cet aspect-là du soin psychothérapique, alors on ne fait qu'installer des machineries et des dispositifs dans lesquels on croirait qu'il suffirait d'une sorte de parc à fous, si on peut dire, même au cœur des villes. Ce n'est pas du tout notre projet. Alors, entre-temps, il y a eu aussi l'immense jeu de dupes des médicaments. Autant dans les années 70, il y avait toute une critique des médicaments, des neuroleptiques en particulier, autant actuellement, c'est la grande mode des médicaments qui seraient censés être la panacée. Au point tel, par exemple, que les gens croient qu'il suffit qu'un patient schizophrène, comme dit maintenant le président de la République, ait son traitement neuroleptique, y compris de force, pour que tout aille bien. Or, tous les patients psychotiques que nous soignons, la plupart du temps, ont des traitements. Pour autant, il suffit d'être auprès d'eux plus de quelques semaines, c'est-à-dire de les voir sur la longue durée, pour se rendre compte que ce n'est pas pour autant qu'ils sont guéris. Ils restent avec un traitement, même avec un traitement,
Ça peut atténuer leur souffrance, pour autant le délire, la difficulté à exister, la difficulté à construire un rapport d'altérité, à se construire une vie, des relations sociales, des relations amoureuses, tout ça reste immense. Donc tout reste à faire, et y compris quelquefois même les traitements peuvent être tout à fait pernicieux s'ils sont donnés à haute dose. Mais même donnés à bonne dose, c'est-à-dire pas trop pour assommer, ça ne suffit absolument pas au travail. Bon, alors ça, j'ai pas la prétention de supprimer la douleur d'exister, c'est notre, je dirais, notre lot commun. Mais quand même, l'accueillir, faire en sorte que quelqu'un ne se retrouve pas seul, une solitude effroyable avec cette douleur, qu'il puisse reconstruire un tissu de relation, qu'il puisse au moins en parler à quelqu'un, qui en soit le témoin, ça c'est fondamental. Quand il y a trop justement de ce côté chaleureux, quelquefois ça peut les persécuter. Donc ils vont avoir besoin quelquefois d'aller à l'hôpital, dans un lieu très très cadré, parce qu'ici c'est trop ouvert. Ça peut paraître paradoxal, ça fait partie des choses que nous avons découvertes au fil du temps. L'importance de l'hôpital comme lieu, non pas d'enfermement, mais lieu beaucoup plus strict, avec un cadrage beaucoup plus serré, des horaires, finalement quelque chose de plus rigide, qui leur permet justement de ne pas affronter un grand ouvert comme ici, où ils sont, d'une certaine manière, moins protégés de leur folie. Alors effectivement, l'époque est à la rapidité, l'époque est à la croyance délirante qu'on peut soigner quelqu'un en 3 semaines. On installe des services de courte durée d'admission. Nous devons quasiment presque tricher avec les règles en permanence pour pouvoir garder les patients le temps nécessaire. Quand je dis à des collègues, et ce qu'ils savent déjà, à savoir que quelquefois une mélancolie ou une psychose ne se guérit pas en 3 semaines, ils le savent, tout le monde le sait. Et en même temps, l'imposture continue, c'est-à-dire qu'on continue à dire que finalement, le soin psychiatrique, c'est uniquement maintenant du court séjour. Alors, que voulez-vous que je vous dise? C'est une imposture, mais c'est l'imposture de l'époque. Je ne crois pas d'ailleurs que ça constitue une économie financière réelle. C'est plutôt une redistribution idéologique des dispositifs, avec l'idée qu'au fond, on va mettre dans le soin et le sanitaire uniquement le soin de court séjour et puis le sécuritaire. Ça, c'est le gros, ça c'est, on va dire, le truc mode, mais qui est là depuis toujours dans la psychiatrie. Le sécuritaire à l'hôpital psychiatrique, c'est la fondation même de l'hôpital psychiatrique. Donc on garde le sécuritaire et le soin aigu, le soin d'urgence et le soin, on va dire, pour les 3 semaines, le mois, à la rigueur 2 ou 3 mois. Et puis, passé ce temps-là, eh ben, on évacuerait les patients vers le médico-social, voire vers le social lui-même, qui serait censé être autothérapeutique. Comme si le fait de regrouper des patients entre eux, en les coupant du soin, aurait les vertus, effectivement, de... Voilà. Alors là, on retrouve très curieusement, vous voyez, l'idéologie, les leurres de l'idéologie antipsychiatrique des années 68, sauf qu'on est 30 ans après, qu'on sait que ça n'a pas marché, et en plus, ça n'est même pas porté par des personnes qui y croient. C'est porté pour des raisons idéologiques, par des personnes qui sont en train de détruire, d'une certaine manière, le tissu psychiatrique, non seulement les hôpitaux, mais de détruire le tissu de ce qu'on a appelé la sectorisation. Alors la sectorisation psychiatrique, c'est au fond toute une doctrine qui s'est construite en même temps que la psychothérapie institutionnelle, parallèlement, qui était l'idée, dans la psychiatrie publique, de diviser d'une part le territoire français en secteurs géographiques, mais surtout de responsabiliser une équipe soignante avec des psychiatres, des soignants, une équipe pluridisciplinaire, pour une population. Alors cette doctrine-là, avec en plus le fait qu'il n'y ait pas de rupture entre l'hôpital et l'ambulatoire, cette doctrine-là se trouve mise en crise volontairement depuis 20 ans. Ça fait 20 ans, hein. C'est pas quelque chose qui a démarré avec le discours de Nicolas Sarkozy, ni avec le rapport Couty. On est à contresens, et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons fondé, en même temps que nous démarrions le travail psychiatrique ici, nous avons fondé dès 1986 une association, donc la Criée, qui est une association avec à la fois des soignants du centre de jour, des psychanalystes, des soignants d'autres équipes, une association pour justement réagir par rapport à cette idée très délirante qu'on pourrait évaluer le soin, évaluer la productivité du soin, évaluer finalement ce qui est de l'ordre de l'inestimable de l'humain, la folie, la chaleur humaine, le sourire, la qualité de la relation. Cette idée-là, elle démarre il y a 20 ans à peu près, en France.
On avait déjà vu les dégâts qu'elle avait causés aux États-Unis, où elle a détruit, laminé la psychiatrie américaine, détruit, éradiqué quasiment la psychanalyse des psychoses aux États-Unis. La quasi-totalité des cliniques américaines qui soignaient les psychotiques ont dû fermer suite à ces procédures d'évaluation. Or voilà que ces procédures se sont répandues et vont en s'aggravant d'année en année. Alors maintenant, on en est aux accréditations qui portent d'ailleurs des noms de fusées, V1, V2, V3, V10. Enfin bon, les chiffres ne cessent d'augmenter pour montrer la gravité. Alors de procédures qui sont là pour faire quelque chose de très précis. C'est pas pour améliorer la qualité du soin psychothérapique, ça c'est effectivement, ils ne sont pas arrivés à la mesurer en fin de compte, mais pour essayer de faire rentrer, d'endoctriner les soignants dans l'idée de la productivité. Et qu'au fond, nous sommes comme dans une entreprise avec des critères de qualité mesurables, quantifiables. Comme on n'arrive pas à quantifier ni les sourires, ni la folie, ni la chaleur humaine, alors on va quantifier des choses tout à fait aberrantes, et par exemple la traçabilité des protocoles. Voilà. Je vous parle dans une espèce de novlangue, traçabilité des protocoles. C'est-à-dire que pour chaque maladie, pour chaque état, tout va être codifié à l'avance. Ça va s'appeler un protocole. Et il faut que tout soit traçable. C'est un peu comme pour la maladie de la vache folle. Il faut que tout ait une sorte de traçabilité, d'inscription, avec stade suprême, inscription, dans l'ordinateur et dans des programmes informatiques. Donc ça, c'est l'idée, on va dire, très folle, d'une gestion centralisée de la folie, qui est venue... Alors, vous voyez, ce n'est pas seulement des causes économiques. On pourrait croire, vu de l'extérieur, que c'est pour des raisons d'économie qu'on va détruire la psychiatrie, accélérer les choses. Or, c'est plutôt que ça va dans l'idéologie de l'époque de croire que tout peut se mesurer. Je crois profondément à ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans notre idéologie actuelle, dite postmoderne, qui tourne autour du fétichisme de la marchandise, qui tourne autour de l'idée que tout est mesurable, que tout est quantifiable. Et c'est profondément idéologique. C'est-à-dire qu'au bout du compte, une fois qu'on a tout mesuré, une fois qu'on a tout quantifié, une fois qu'on a construit, on va dire, une case, une institution pour chacun des problèmes isolés, alors on se trouve devant un problème. Les gens qui le font sont devant un problème, c'est qu'il y a des incasables. Ce terme est apparu depuis une dizaine d'années. Les incasables, ceux qui ne rentrent dans aucune case, comme le nom l'indique. Alors ce terme nous avait déjà paru très très inquiétant. Et puis alors carrément, le terme de antro est apparu très ouvertement. Le directeur, par exemple là, de l'ARH, ce qu'on va appeler maintenant l'ARS, l'a déclaré au président de l'UNAFAM, ce qui l'a beaucoup choqué. L'idée quand même que pour les parents, que certains parmi leurs enfants soient des antros, est quand même très choquante. Ils ne savaient pas très bien pourquoi ils étaient choqués, mais ils étaient choqués. Et derrière l'idée de personnes en trop, on voit se profiler quand même, d'une manière implicite évidemment, pas d'une manière explicite, une idée qui n'est pas très loin de l'extermination. Les antros font des choses que Hannah Arendt a très bien étudiées. C'est un discours qui quand même a précédé cette notion de population vraiment en trop, qui a précédé l'extermination. Je ne dis pas que nous soyons actuellement dans cette période-là, mais je dis qu'il y a quand même quelque chose d'un discours exterminateur, totalitaire, qui se trouve quand même sous-jacent à toute cette idéologie. Et que ça, c'est pas quelque chose à dénoncer, c'est quelque chose vraiment à analyser profondément, parce que je pense que ça se produit à l'insu des promoteurs d'un tel discours. Je ne pense pas qu'ils aient l'idée explicite qu'ils aillent exterminer les malades mentaux. Ils ont plutôt l'idée qu'ils vont mettre de côté les dangereux et que pour les autres, l'essentiel, ils croient faire le bien. Or, ce qu'ils font, c'est pas du tout le bien des gens. C'est un discours qui vraiment tourne à son échec lui-même, produit des antros, des incasables, et ne fait qu'augmenter la dangerosité. Il n'y a qu'à voir que depuis 20 ans que ce discours s'est mis en place en France, les problèmes n'ont fait que s'aggraver, et depuis d'ailleurs qu'on insiste à grand bruit sur la dangerosité prétendue des schizophrènes, il n'y a qu'à voir par exemple le nombre de passages à l'acte qui ne cesse d'augmenter. Les patients sont littéralement affolés avec cette hantise pour eux-mêmes, et ils viennent nous le dire, hein, cette hantise du passage à l'acte. Ils ont peur eux-mêmes de leur propre dangerosité. De fait,
il y a une part, on va dire, de la folie qui peut être considérée comme une maladie. En même temps, la folie, elle est au cœur de l'humain, et elle est au cœur de la créativité, et elle est au cœur de l'humanité. Elle n'a pas toujours été considérée d'ailleurs comme une maladie, puisqu'elle a pu être considérée comme une possession diabolique ou démoniaque. Bon, donc on sait ce que c'est que les thérapies magiques traditionnelles. Je dirais d'ailleurs qu'elles sont très importantes pour nous, parce qu'elles montrent bien cette question que toutes les sociétés, et celles qui, on va dire, qui sont les plus primitives même, savent très bien cette importance de la folie comme ce qui est crucial dans la fondation des rapports sociaux. La folie, c'est ce qui vient excéder, c'est ce qui vient faire échouer toutes les relations sociales. C'est ce qui est en trop, c'est ce qui fait que ça cloche, c'est ce qui fait que ça rate. Ça a toujours existé. Alors on peut dire que c'est une maladie du lien, c'est une maladie du lien social, mais on va dire, c'est ce qui cloche dans le lien social forcément. Dès qu'il y a, on va dire, pacte social, il y a forcément des personnes qui n'arrivent pas à tenir le pacte. Alors, j'ai l'air de m'écarter de votre question, mais j'en suis au plus près, c'est parce qu'en fin de compte, dans le discours social tel qu'il se tient, dans toute période donnée, et encore plus dans la période que nous connaissons, il est extrêmement important d'évacuer ce qui cloche. Il est important au contraire de faire croire et de croire ensemble que tout va pouvoir se réguler avec la production marchande, avec les ordinateurs, avec toutes les, on va dire, toutes les formules mathématiques qui seraient censées ordonner le réel du monde. Or, c'est faux. Alors, on peut dire que la crise là des subprimes et la crise économique mondiale montrent que Marx n'avait pas entièrement tort et qu'il peut y avoir quelque chose qui vient totalement dérégler le système économique qui était censé résoudre tout. On est à contre-temps, effectivement, de l'époque, qui vise à éradiquer cette notion finalement intempestive. Ce discours est une imposture. Si on travaille sur la longue durée, comme nous le faisons, nous constatons que c'est sur la longue durée que les gens ont besoin à la fois d'un étayage social, mais aussi de médicaments, souvent, et puis surtout d'une écoute et d'un accueil psychothérapique. Ce que nous appelons le support, la fonction phorique d'une équipe, d'un collectif qui vient les soutenir dans la vie. Alors ça, je suis très très surpris, moi, d'entendre à quel point cette réalité se trouve méconnue. Il y a comme un mensonge énorme, c'est-à-dire que les gens devraient savoir, surtout les praticiens, ceux qui voient les patients sur la longue durée, que c'est pas vrai. Bon. Alors moi, mon analyse, c'est que la plupart des psychiatres le savent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grande démobilisation et démoralisation du milieu psychiatrique. Ces 20 dernières années, nous avons assisté à une désertification de la psychiatrie publique. Un grand nombre de psychiatres ont baissé les bras, des centaines de postes sont vacants, il y a moins de candidats au concours que de postes. C'est une situation qui est un renversement par rapport à ce que j'avais connu lorsque j'ai passé par exemple le concours de psychiatre, y compris dans les CHU. Plein de postes sont vacants, même dans les CHU qui fonctionnent avec ces modèles-là. Donc ce n'est pas seulement un modèle qui est en crise, c'est toute la psychiatrie qui se trouve en crise. Parce que cette idée de réduire la folie, les gens savent que ça ne marche pas. Et comme, on va dire, l'idée de se frotter à la folie, de travailler avec la psychanalyse, est une idée qui est difficile et harassante, qui n'est pas très payante finalement, et que l'époque est plutôt mercantile, se faire le maximum de pognon en travaillant le moins possible, forcément, il y a quelque chose d'une désaffection, pour la psychiatrie en général. Inclure, il y a un moment donné, on se retrouve toujours avec des personnes qui refusent cette inclusion obligatoire. Bon, donc on est devant cet enjeu politique fort, très subversif, de dire, il y a des personnes avec qui il va falloir maintenir des relations de vivance, pas de survivance, hein, pouvoir les soigner, et en même temps ces personnes refusent d'être incluses, a priori. Certaines veulent faire partie de la communauté sociale, mais ceux qui vont le plus mal ne le veulent pas, ne le peuvent pas. Là où ça devient difficile, c'est quand une idéologie vient prendre en masse la population. Alors, le nazisme l'a tout à fait réussi, cette opération. Est-ce qu'actuellement, l'idéologie dominante va, par cette idée, cristalliser, réaliser cette opération
cette fois-ci non plus dans une logique directement exterminatrice, mais dans une logique de régulation, d'évaluation, de mesure, va constituer une idéologie qui va pouvoir domestiquer et dompter la folie ou croire pouvoir le faire, c'est toute la question. Mais il faut justement, c'est tout le lien entre la mutation anthropologique et le lien avec le politique. C'est pas simple comme question, pas simple. Mais c'est toute la question, on va dire, de la culture avec un cas au sens freudien. C'est-à-dire, au fond, c'est tous les liens sociaux, en tant qu'ils sont tissés aussi bien des rapports sociaux matériels, mais aussi des rapports sociaux psychiques, des liens sociaux entre les humains. Et ça, pour que ça se transforme, c'est sur la très longue durée. Ça ne se décrète pas. Alors, c'est-à-dire une certaine science qui se mettrait au service du politique, il faut voir qu'actuellement, c'est plutôt une pseudo-science qui se met au service du politique. Le scientisme est un vrai danger, mais il ne faudrait pas croire que, comment dire, ça serait une cause. C'est un danger, et ça fait partie de ce qui infiltre le tissu anthropologique contemporain. Mais ce n'est pas la cause de ce qui produit cet effondrement de la psychiatrie, ce qui produit cette dégradation du tissu. Non, ce n'est pas une cause. Ça fait partie du paysage, malheureusement, et qu'il y ait des gens qui s'illusionnent ensemble sur le fait, on va dire, de venir à bout de tout. Et qu'il n'y aurait aucun reste. C'est ça, les scientismes. C'est l'idée de croire, alors que tout véritable scientifique, au contraire, est extrêmement heureux quand il constate que sa théorie scientifique rencontre un point de catastrophe au sens scientifique du terme, au sens mathématique, et qu'il est obligé de modifier sa théorie. Un vrai scientifique, au contraire, est très heureux. Là, on n'est pas devant des vraies sciences. Alors, c'est plutôt l'instrumentalisation par le politique de ces pseudosciences qui donne ce que Foucault appelle le biopolitique. Mais, par exemple, la médicalisation de l'existence, telle qu'en parle Gori, ou telle qu'en parle un peu tout le monde, ce qui est une réalité, ou la psychiatrisation, ça n'a rien à voir, ou le psychanalysme tel qu'en parlait Robert Castel. Genre, on peut, comme ça, en mettant des ismes, faire dériver un certain nombre de choses. Ça n'a rien à voir avec la pratique réelle de la psychanalyse ou la pratique réelle des scientifiques de haut niveau. C'est l'instrumentalisation, déjà dans le discours, puis dans un deuxième temps, éventuellement par des politiques. Bon, par exemple, la psychanalyse a été reprise, instrumentalisée dans le discours. C'est ce que Castel avait appelé le psychanalysme. Elle n'a pas vraiment été reprise, fort heureusement, dans nos régimes par l'État. On n'a pas eu d'État biopolitique psychanalytique. Fort heureusement, Dieu merci, tout ce qu'on voudra. Bon. Mais ça aurait pu se faire. Ça n'a pas été le cas. Par contre, sa récupération dans les discours a existé il y a 20 ou 30 ans. L'État utilise actuellement le comportementalisme, le scientisme. Ça s'y prête évidemment beaucoup mieux. Parce que là, on a des résultats mesurables, quantifiables, objectivables. Donc ça colle très très bien avec l'idéologie dite néolibérale, tout bêtement l'idéologie capitaliste. C'est-à-dire au fond, le fétichisme de la marchandise et que tout est marchand. Ça, ce type de technique s'y prête. Il ne faudrait pas croire que ce type de technique est la cause de cette dégradation. C'est simplement que ça colle bien. Tout dépend de ce qu'on appelle santé mentale. Je crois que si on est devant une idéologisation, c'est-à-dire une instrumentalisation on va dire, de disciplines qui n'ont de validité que dans leur champ très précis. La psychanalyse aurait pu en faire partie encore une fois. Actuellement, c'est plutôt le comportementalisme ou autre. Bon, pourquoi pas que des gens s'amusent avec des techniques de dressage animal. Si des patients veulent les choisir, moi je ne suis pas du tout pour l'interdire, que des gens choisissent ça. Mais, par contre, si on est dans une régulation généralisée et une médicalisation généralisée, qui n'est pas de la vraie médecine. La vraie médecine n'a rien à voir avec cette médicalisation, c'est un usage abattardi du discours médical pour, au fond, tout transformer en maladie ou en trouble. C'est-à-dire, il n'y a pas de conflit politiques ou sociaux dans l'entreprise, il n'y a qu'une inadaptation. Harcèlement au travail est venu remplacer lutte des classes. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important. C'est-à-dire que tout est maintenant vu en termes de pathologie, de troubles, et même plus d'ailleurs de maladie. Le mot de maladie, d'ailleurs, est devenu tabou. Vous avez entendu maintenant qu'on ne dit plus malade mental, on dit handicapé psychique ou usagé. Et on voit bien qu'il ne s'agit pas d'ailleurs de psychiatrie dans cette instrumentalisation. Il s'agit justement, on détruit la psychiatrie, on détruit même ce qui était le socle même langagier, non pas scientifique, mais langagier,
le système discursif de la psychiatrie ou de la psychanalyse, et on récupère juste quelques notions diffuses qu'on instrumentalise comme instrument de régulation et de contrôle social.